La France donc accueille une conférence destinée à relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Bonjour Marc Lefebvre, vous êtes le porte-parole du mouvement de la paix maintenant. Alors quel bilan tirez-vous de cette initiative ? Pour le moment, il n'y a pas de bilan encore à tirer. Simplement, ce que je remarque, c'est deux choses importantes. Les deux parties sont incapables d'avoir des négociations directes. Et elles ont chacune leur responsabilité par rapport à ça. Quand il y avait un gouvernement israélien plus modéré, plus prêt à faire des concessions, il n'y a pas eu d'accord parce que aussi la direction de l'autorité palestinienne est affaiblie en son sein par des mouvements extrémistes et donc ne pouvait pas accepter même ces concessions maximum. Je pense que ça sera difficile d'avoir des concessions plus grandes que celles que Ehud Olmert et Tzipi Livni avaient fait. Maintenant, nous avons un gouvernement israélien qui est encore moins prêt à faire des concessions. Qu'est-ce qui peut l'amener à changer de position, le gouvernement israélien ? Qu'est-ce qui peut l'amener à changer de position ? Je pense que la détérioration de la situation régionale est essentiellement les initiatives des pays arabes voisins, encore plus que les initiatives de la communauté européenne. Je pense que si effectivement l'Égypte, l'Arabie saoudite affichent encore plus clairement qu'elles ne l'ont fait depuis des années, leur disposition pour intégrer Israël dans le Moyen-Orient de façon définitive, moyennant des concessions territoriales et un accord de paix, je pense que le gouvernement israélien, qui est encore fragile, Netanyahou a décidé de lier son sort à une alliance avec des partis qui ne veulent aucune concession. Donc, s'il n'y a pas de toute façon de changement politique et de rééquilibrage politique avec les partis centristes et modérés et démocratiques, c'est sûr que la situation ne pourra pas être débloquée. Mais ce qu'on peut attendre de cette conférence, je pense, c'est quelque chose de très clair, au-delà des interventions, des déclarations de bonnes intentions, c'est l'affichage clair de mesures de soutien à la création d'un processus de paix, c'est-à-dire des mesures de soutien où les populations des deux côtés seront obligées de se déterminer. Des mesures de soutien économique, de garantie de sécurité. Et donc les populations des deux côtés, dans un processus démocratique, auront à dire est-ce qu'elles préfèrent ces options pour l'amélioration de leur bien-être ou continuer dans les incertitudes et les massacres. Je pense que là, les choses sont claires. Et donc cette conférence, encore une fois, au-delà des bonnes intentions, ce qu'elle va surtout afficher, c'est l'engagement des grandes puissances et des parties prenantes à garantir un accord de paix et qu'est-ce que les peuples pourraient obtenir s'ils étaient prêts à faire la paix. Vous parlez de l'importance des pays arabes, mais il y a également le rôle de l'administration américaine qui a semblé en retrait sur ce sujet. Comment faut-il interpréter ce retrait ? Est-ce que ce n'est pas une façon de montrer qu'avec Netanyahou, aucun compromis n'est possible ? Bon, c'est difficile de lire les intentions de l'administration américaine. Ça, je ne me pencherai pas sur cette boule de cristal. En ce qui concerne, par contre, la communauté européenne finance l'autorité palestinienne. La société palestinienne ne tiendrait pas s'il n'y avait pas le soutien financier de la communauté européenne. D'un autre côté, Israël, en tant que pays associé à la communauté économique européenne, bénéficie grandement de cette coopération au niveau de son développement et de ses échanges économiques et de sa politique de recherche et développement. Donc, l'Europe est tout à fait en droit d'attendre de ces parties qu'elle soutient financièrement, directement ou indirectement, aussi de faire les efforts nécessaires pour arriver à un accord. Parce que l'absence d'accord de paix, le recul perpétuel de la solution à deux peuples, deux États est aussi un facteur d'instabilité en Europe. Et c'est donc l'intérêt des peuples européens d'être peut-être plus actifs dans la recherche d'un accord de paix pour que ces parties arrivent effectivement à s'entendre avec des conceptions difficiles. Oui, parce que dans les faits, on a quand même l'impression que le Premier ministre israélien ne veut pas de la création d'un État palestinien. Je pense qu'effectivement, le Premier ministre israélien, avec les choix de politique intérieure qu'il a fait, de toute façon, c'est lier les mains. Mais il a le choix. Il peut très bien, demain, constituer une majorité parlementaire alternative avec des partis désireux d'un compromis territorial et qui le disent franchement. Une partie de son gouvernement actuel et une partie des partis qui sont dans l'opposition. Donc la balle est nettement dans son camp. Et si effectivement la communauté internationale est claire avec les engagements qu'elle peut prendre vis-à-vis d'un futur établissement d'une paix, je pense que Netanyahou sera dans une situation où il lui sera de plus en plus difficile de louvoyer.
comme il fait actuellement. L'autorité palestinienne, elle apparaît néanmoins coincée entre d'un côté le Hamas et de l'autre Israël. Est-ce que le gouvernement israélien fait réellement quelque chose pour aider l'autorité palestinienne ou au contraire l'affaiblit-elle en désignant l'ennemi public numéro 1, c'est-à-dire le Hamas, et en demandant à l'autorité palestinienne de réduire le Hamas Le gouvernement palestinien a des positions tout à fait contradictoires. À la fin des dernières campagnes militaires à Gaza, le Hamas a été affaibli militairement et politiquement. C'était le moment de tendre la main à l'autorité palestinienne. C'était le moment de dire à l'autorité palestinienne, vous avez des cartes, nous pouvons jouer un jeu ensemble, puisque le Hamas était affaibli. C'est sûr que si on ne veut pas d'accord de paix, si on veut prolonger la colonisation, si on veut refuser la solution, qui est la seule solution de deux peuples, deux États, on a intérêt à renforcer le Hamas. Mais est-ce que c'est l'intérêt des peuples de la région? Je ne le pense pas. Dans l'histoire de ces négociations qui alternent entre espoir et échec, est-ce que pour vous, la responsabilité de l'échec est partagée ou est-ce qu'il y a une des deux parties qui a une responsabilité plus grande? Les deux parties sont des champions des occasions manquées, c'est sûr. Et des deux côtés, ce sont les peuples qui sont les perdants. Et actuellement, on voit beaucoup d'initiatives, en particulier en Israël, qui viennent d'organisations non gouvernementales, qui sont en dehors du système politique, qui en ont assez. Et qui voudraient que le pays puisse se développer au niveau de son système de santé, de ses infrastructures, de son éducation, donc que d'autres priorités budgétaires puissent être mises en place à partir du moment où la sécurité deviendrait moins importante. Très rapidement, parmi les Israéliens et les Palestiniens, il y a encore des personnes qui croient à la paix? Oui, on les entend peut-être moins que celles qui n'y croient pas, mais elles sont là et elles travaillent ensemble. Il y a eu encore la semaine dernière une manifestation conjointe judéo-arabe à Tel Aviv, de juifs et d'arabes israéliens qui défilaient sous les pancartes « Les juifs et les arabes refusent d'être des ennemis ». Merci beaucoup, Marc Lefebvre, d'être venu et merci pour toutes vos explications.